Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la préparation à l'initialisation des établissements. Pour vous accompagner tout au long de ce webinaire, Thierry Paco, expert métier, et moi-même, Julie Boussange, conseillère utilisateur. À la fin de la présentation, nous serons rejoints par Alexis Ollier, chef de projet, et Frédéric Boucher, chef de projet également, pour la partie des questions-réponses. Tout au long de la présentation, n'hésitez pas à nous poser vos questions via le chat qui se situe à droite de votre écran, et nous répondrons à ces questions à la fin de la présentation. Alors, si on reprend le plan général de formation, donc vous avez suivi les 3 premiers webinaires de présentation générale de l'ENT. Aujourd'hui, nous en sommes au webinaire 4, qui est censé être qui est censé être le webinaire de préparation de la journée d'initialisation. Et on va voir que compte tenu du contexte, cette journée d'initialisation va prendre une autre forme. Alors, normalement, vous avez également dû recevoir hier vos codes administrateurs. Voilà, on va détailler. Donc normalement, vous avez dû recevoir hier ou avant-hier l'URL définitive de votre ENT, c'est-à-dire son adresse, 2 comptes administrateurs, un à utiliser par l'équipe de direction et un autre qui sera à se partager entre les autres profils d'administrateurs, référents numériques, RUPN, dans certains établissements, on a vu qu'il y avait des CPE aussi qui s'étaient manifestés, donc voilà. Et normalement, vous avez également reçu la procédure de première connexion. Donc tout ça a été envoyé normalement sur l'adresse mail académique du chef d'établissement, de son adjoint et des référents numériques. Donc si vous ne les avez pas reçus, nous on a envoyé ça sur les adresses que nous ont fournies les académies, donc manifestez-vous auprès de l'académie ou du conseil départemental. Ce webinaire il est ouvert assez largement, mais on va voir après que la suite de la formation en fait sera ouverte aux équipes de direction, donc principal adjoint, aux référents numériques et puis aux autres profils désignés par le chef d'établissement. Donc on a pas mal de professeurs documentalistes, de CPE et quelques adjoints gestionnaires. Voilà, pour commencer cette partie, on va d'abord positionner le contexte. Ensuite, on verra quelles sont les modalités de formation spécifiques qu'on a mis en place compte tenu du contexte particulier. Et puis, on verra enfin le déroulé de la formation. Alors le contexte, vous le connaissez, hein, on s'était laissé un petit peu de temps pour décider, pour savoir si on aurait la possibilité ou pas de faire ces formations en présentiel. Maintenant, on est sûr que ça ne sera pas possible. Donc on a adapté notre parcours de formation et on a créé un parcours de formation hybride. Alors qu'est-ce que c'est qu'un parcours de formation hybride? En fait, c'est un module de formation qui est posé sur une plateforme de formation en ligne qui va être accessible avec les comptes administrateurs de l'ENT. Et pourquoi hybride? Parce qu'il va être accompagné par différents dispositifs un peu plus synchrones qui permettront d'assister les utilisateurs sur toutes les questions qui vont se poser pendant cette phase de formation à distance. Alors, voilà la présentation qui se veut synthétique de ce dispositif hybride. Donc, on a mis environ 6 heures. On estime à peu près que c'est le temps qu'il vous faudra pour parcourir en fait la totalité des activités qui sont proposées dans ce module de formation. Donc ça prend, quand on est tout à fait à gauche, ça prend initialisation au moment de la distribution des comptes, hein, donc il y a 1 ou 2 jours là. Et le parcours de formation sera ouvert la semaine du 11 mai, qui sera donc la première semaine. C'est le moment où le cours sera ouvert et vous pourrez y accéder et commencer à faire ce qui vous est demandé. Ce parcours sera ouvert donc du 11 mai jusqu'au 26 juin. Alors, ce qui correspond à 7 semaines. Alors pour vous accompagner autour de ce module-là, de cette colonne vertébrale, vous allez d'abord avoir au sein de la plateforme de formation un forum sur lequel on se connectera régulièrement pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez au fur et à mesure de l'évolution de votre progression dans le cours. Ensuite, on a prévu au total 4 webinaires, donc un sur la semaine 1 et un sur la semaine 2. Donc les 2 premiers sont
sont déjà planifiés, ça sera le 20 et le 27 mai. Et il y aura deux autres webinaires qui seront semaine 5 et semaine 6. On n'a pas encore la date précise, mais probablement le mercredi aussi. Le but de ces webinaires, c'est pas des webinaires classiques où il y a une phase de présentation. Là, c'est vraiment de répondre aux questions. C'est-à-dire que ça sera un moment où on se connectera. Vous pourrez poser toutes vos questions par chat et on y répondra en direct. Donc 4 séances de rencontres virtuelles comme ça sur les 7 semaines. Parallèlement, donc les académies se mobilisent également. Donc ce webinaire concerne aujourd'hui deux projets, la Haute-Savoie et puis le Doubs. Donc dans les deux cas, il y a l'assistance qui va intervenir en parallèle. Ça veut dire que dès l'ouverture de votre portail, vous avez accès au dispositif d'assistance. On va détailler tout à l'heure comment contacter l'assistance en fonction de votre projet. Et spécifiquement pour le Doubs, avec le conseil départemental du Doubs, on a mis en place un dispositif spécifique qui s'appelle Allo Éclat BFC, qui est une hotline en fait accessible par téléphone sur un numéro vert, mais par contre pour lequel le nombre d'appels est limité. Donc Julie vous expliquera ça un peu plus tard et on vous dira comment utiliser ce dispositif. Donc voilà, en résumé, à partir du 11 mai, vous partez sur un parcours qui peut durer cette semaine, vous n'êtes pas obligé de le faire durer aussi longtemps, avec 4 points de rendez-vous intermédiaires, avec un forum qui va durer toute la totalité d'ouverture du cours, donc sur cette semaine, et parallèlement l'appui des académies, des conseils départementaux via les dispositifs d'assistance. Alors pour l'accompagnement de ce dispositif hybride, comme je vous le disais précédemment, il va y avoir un forum qui va être intégré à la plateforme, donc qui sera ouvert sur toute la durée du cours, où vous pourrez poser toutes vos questions. Il y aura également les 4 webinaires qui seront prévus sur les semaines 2, 3, 5 et 6. Et parallèlement, donc, il y a un dispositif d'assistance avec la possibilité pour les deux projets en fait de pouvoir créer des tickets auprès des dispositifs académiques d'assistance classique et un dispositif spécifique pour le Doubs qui s'appelle la ligne Allo Éclat BFC dont on va parler juste après. Alors, donc, pour les collèges du Doubs, le dispositif classique, c'est l'assistance académique, donc accessible via le PIA, pia.ac-besançon.fr. Et donc, en parallèle, on a un autre dispositif qui s'appelle Allo Éclat BFC, qui était initialement prévu pour accompagner la rentrée, mais il a été décidé de l'ouvrir un petit peu plus tôt, donc il sera accessible pour vous à partir du 20 mai. Par contre, comme c'est un dispositif essentiellement dimensionné pour accompagner la rentrée, vous ne pourrez le solliciter qu'une seule fois d'ici les vacances d'été. Donc c'est vraiment un dispositif à appeler si vous avez des gros soucis, essentiellement sur la partie import d'emploi du temps. Et ce dispositif, donc Allo Éclat BFC, est joignable au 0805 690 158, c'est un numéro vert qui est disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour la partie collège de Haute-Savoie, donc là le support est assuré directement par Cosmos. Alors pour pouvoir solliciter le dispositif d'assistance, il y a déjà des habilitations à déclarer. Donc vous avez l'adresse du portail là qui est affichée, ENT Auvergne-Rhône-Alpes vers le nouvel ENT. Chaque établissement peut désigner 3 personnes au maximum. Pour pouvoir solliciter ce dispositif et éventuellement une personne supplémentaire si l'établissement utilise le module de vie scolaire de l'ENT. Donc la première étape, c'est effectivement que le chef d'établissement désigne les 3 personnes qui peuvent appeler le dispositif d'assistance. Et pour ce dispositif, une fois que les habilitations sont déclarées, il y a 2 canaux de contact. Il y a le portail d'assistance, donc on peut déposer des tickets et les suivre via une application. Et il y a aussi un numéro vert, donc le 0805 690 138, qui est accessible dans les mêmes conditions que celui du Doubs, c'est-à-dire du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Alors on va faire une première démonstration. Vous avez reçu donc votre URL d'accès à l'ENT et les 2 codes administrateurs. Ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est finalement 3 choses. La première chose, c'est comment se connecter à l'ENT avec vos codes administrateurs. Comme il s'agit d'une première connexion, vous allez avoir un certain nombre d'opérations à réaliser. Vous allez avoir la validation de la charte, la validation de certains paramètres, la validation le changement du mot de passe
qui vous a été fourni par défaut. Donc une fois que vous aurez fait cette étape, vous devrez passer par la Scolengo Academy, donc par la partie aide en ligne accessible par le point d'interrogation à droite de l'écran. Et de là, vous pourrez arriver jusque sur la plateforme de formation où vous allez retrouver le dispositif dont on a parlé tout à l'heure. Donc on a fait une petite capture vidéo de tout ce processus qu'on diffuse maintenant. Pour se connecter sur votre établissement pour la première fois, commencez par saisir l'URL de votre établissement dans un navigateur. Vous allez arriver sur la page d'accueil public de votre établissement. Le bouton se connecter se trouve en haut à droite de l'écran. Puisqu'on se connecte avec un compte administrateur, il n'est relié à aucune base académique ou aucun annuaire de collectivité. Donc on va sélectionner l'entrée Autre compte et invité. On saisit les identifiants qui ont été fournis. Et on se connecte donc pour la première fois sur l'établissement. Alors à la première connexion, on va passer par les 3 étapes qui sont indiquées en haut. Donc il va falloir qu'on signe la charte d'utilisation de l'ENT, le changement de mot de passe qui est obligatoire, et puis on va valider certaines informations qui sont liées au compte. Donc le premier écran, c'est la charte d'utilisation, qui est une charte unique pour le projet. Donc vous pouvez la lire jusqu'en bas. Puis une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur « J'ai lu et j'accepte les conditions » et vous validez. Ensuite, il va falloir changer le mot de passe du compte. Alors, en respectant les règles de saisie qui sont indiquées en dessous. Et une fois que c'est fait, je valide. On arrive sur le dernier écran de l'initialisation du compte, où là, on vous demande si vous souhaitez recevoir des notifications de la part de l'ENT. Vous avez aussi la possibilité de renseigner des numéros de téléphone, etc. Ces informations-là sont importantes pour les comptes utilisateurs, vos comptes enseignants, vos comptes non enseignants, etc. Pour l'administrateur, ça a moins d'importance puisque ça va vraiment être un compte qui va vous servir uniquement à l'administration. On enregistre les informations en bas de la page. Et ça y est, vous êtes arrivé sur l'ENT, donc sur votre page d'accueil personnelle. Et donc c'est sur cette page-là que vous arriverez directement les prochaines fois que vous voudrez vous connecter. Là, on va continuer, on va maintenant accéder au module de formation. Donc on va aller tout en haut de l'écran et on va aller cliquer sur le point d'interrogation qui se trouve tout en haut à droite. Donc ce point d'interrogation, c'est le lien vers l'aide en ligne de l'ENT qui s'appelle la Scolengo Academy. Et donc à chaque fois que vous aurez besoin de consulter l'aide en ligne de l'ENT, vous pourrez cliquer sur ce point d'interrogation pour arriver directement connecté sur l'aide en ligne. Là, on va cliquer sur le premier article qui ressort, qui est la plateforme de formation en ligne, donc c'est bien à ça qu'on veut accéder. On clique sur l'article. Et là, on va cliquer sur le bouton qui est au centre de la page, qui permet d'accéder à la plateforme de formation. Donc là, pareil que tout à l'heure, c'est la première connexion. Donc on arrive sur une page qui doit être validée, où certaines informations doivent être validées. Alors, on vous demande de ne pas modifier ce qui est rempli dans les trois premiers champs en haut. Notamment de ne pas renseigner vos noms et prénoms, vos véritables noms et prénoms, puisque ceux-là seront utilisés avec vos vrais comptes utilisateurs, donc vos comptes enseignants, vos comptes chefs d'établissement, etc. Donc pour éviter les doublons, si vous vous connectez avec votre compte administrateur, gardez bien les informations qui concernent le compte administrateur. Donc ne changez ni le nom, ni le prénom, ni l'adresse mail. On va descendre tout en bas de la page et on va enregistrer le profil. Si cela ne fonctionne pas du premier coup, il suffit de cliquer une seule fois dans les 3 premiers champs, puis de retourner en bas enregistrer. Voilà, on est connecté sur la plateforme de formation. Donc maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est accéder au cours. On va donc aller dans le menu ici à gauche et cliquer sur le cours qui s'appelle PIE.
Vous accédez au cours et vous pouvez désormais commencer. Alors après cette petite démo de première connexion, on va voir maintenant les modalités de ce module de formation hybride. Alors ce parcours est un parcours de formation par établissement. Il est accessible aux détenteurs d'un compte administrateur, donc toutes les personnes de votre établissement qui sont détenteurs des 2 codes administrateurs là, que vous venez de recevoir pourront accéder au parcours de formation hybride. Et le parcours est conçu pour 3 types de profils principalement, donc les chefs d'établissement, les administrateurs et les référents numériques. Alors attention, la progression dans le parcours est unique, ça veut dire que c'est vraiment une formation établissement. Un des objectifs de cette formation, c'est aussi de préparer votre rentrée, de préparer l'ONT à l'ouverture en septembre prochain. Donc ça veut dire que vous allez réaliser un certain nombre d'opérations qui ne sont pas des opérations d'exercice, quoi. C'est vraiment des opérations de préparation de la rentrée. Et quand une des personnes de l'établissement aura effectué ces actions-là, elles seront effectuées pour le compte de l'établissement de manière globale, quoi. Donc c'est pas une formation individuelle, c'est bien une formation d'équipe. Et chaque personne de l'équipe qui valide une étape de la formation la valide pour l'ensemble de l'établissement. Donc on va maintenant aborder la partie sur le déroulé de la formation. Donc cette formation comporte plusieurs objectifs. Tout d'abord, elle va vous permettre de faire un certain nombre de vérifications quant au bon déploiement de votre portail. Ensuite, cette formation va vous permettre de vous familiariser avec un certain nombre de tâches d'administration courantes, comme par exemple les imports d'emploi du temps, le paramétrage de la page d'accueil, les différentes actions qu'on peut faire sur des comptes à partir de l'annuaire. Et enfin, l'objectif final donc, de cette formation, c'est de bien vous préparer à l'ouverture effective à la rentrée de septembre de votre ENT à l'ensemble des utilisateurs. Concernant le déroulé vraiment de ce module de formation, ça va se faire sous forme linéaire, donc sous forme d'une checklist, avec différents points à chaque fois à venir valider. Et pour chaque étape, à la fin de l'étape, vous sera proposé un quiz de validation qui confirmera donc la vérification de chaque étape. Pour cette formation, donc 2 points clés. Premièrement, le premier import d'emploi du temps et ensuite l'aménagement de la page d'accueil public. Alors, comme Julie vient de vous le dire, il y a deux étapes cruciales en fait dans ce dispositif de formation. Et la première, c'est le premier import d'emploi du temps. Donc ce premier import d'emploi du temps, vous allez le faire là sur cette fin d'année avec votre base d'emploi du temps de l'année 2019-2020. Ça va alimenter le cahier de texte jusqu'à la fin de l'année scolaire. L'année scolaire, elle est presque terminée. Ça n'a surtout un intérêt que pour vous montrer comment procéder pour refaire le même import d'emploi du temps en septembre. Mais par contre, vous allez le faire avec vos données réelles. Alors pour ça, vous allez tout d'abord faire un export d'un fichier sur un format spécifique que vous allez faire soit dans EDT, soit dans un 2 temps. Si vous utilisez EDT, on va récupérer un fichier XML, et si c'est un 2 temps, on va récupérer un fichier qui va être au format zip. Julie vous présentera après des petits tutos pour voir comment récupérer chacun fichier. Une fois qu'on a ce fichier, on va l'importer dans l'ENT. Et puis à la rentrée, donc vous aurez de nouveau à faire cet import, mais avec votre base d'emploi du temps 2020-2021, et puis vous aurez également à mettre en place l'import automatisé. Alors 2 points d'alerte. La première, c'est que attention, c'est un fichier d'export spécifique qui est nécessaire. C'est pas une copie de la base. Si vous n'avez que votre base EDT, ça ne suffit pas pour pouvoir faire l'import d'emploi du temps. Il faut avoir la base EDT avec EDT pour pouvoir faire une manipulation spécifique dans EDT qui va générer un fichier à un format particulier. Donc il ne suffit pas d'avoir la base, il faut vraiment avoir le fichier XML généré. Et deuxième chose, sur certaines versions d'EDT, il est nécessaire d'avoir une connexion Internet pour extraire le fichier d'export. Si vous êtes sur un fichier monoposte qui n'a pas Internet, quand vous allez essayer avec EDT de générer le fichier d'export, il va vous dire qu'il ne peut pas vérifier la licence et il va refuser de faire cet export-là. Voilà, donc c'est les deux petites alertes qu'on peut vous positionner comme ça en amont, avant de vous montrer les 2 petits tutos d'export selon les versions de logiciel d'emploi du temps que vous utilisez. Donc premièrement, comment récupérer son fichier d'export depuis EDT.
Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment générer manuellement un fichier depuis le logiciel d'emploi du temps EDT. Une fois que j'ai ouvert ma base dans EDT, je dois me rendre dans le menu Export manuel. Dans le cas d'un premier import, il est indispensable de choisir ce type d'import. À partir de là, je sélectionne le socle ENT cas d'école. Ensuite, je vais rechercher un répertoire de destination pour l'exportation de mon fichier. J'enregistre mon fichier et je peux maintenant exporter ce fichier en cliquant sur « Exporter ». Une fois le fichier généré, je vais pouvoir l'intégrer à l'ENT. Et ensuite, deuxième petit tutoriel, comment récupérer son fichier d'export avec un de temps. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment générer un fichier depuis le logiciel d'emploi du temps, 1 de temps. Une fois 1 de temps ouvert, je me rends dans le menu Fichier et sélectionne Publier vers l'ENT. Un écran s'affiche, Publier les emplois du temps vers l'ENT. Je conserve les dates de publication proposées et je clique sur Commencer. En cliquant sur Commencer, 1 de temps vérifie que mon emploi du temps est terminé et surtout cohérent. Un petit récapitulatif apparaît m'indiquant que l'emploi du temps est cohérent. Ici, tout est OK. Je peux poursuivre en cliquant sur Suivant, puis Publier. Cette nouvelle étape va générer le fichier à publier sur l'ENT. Une barre de chargement apparaît. Une fois la génération des fichiers terminée, je clique sur OK. Le fichier généré est en format zip. Afin d'enregistrer mon fichier, je choisis le dossier de destination dans l'ordinateur, puis clique sur Ouvrir. Un message de confirmation s'affiche en vert. Je peux cliquer sur Terminer et quitter le logiciel. Alors le deuxième point important de ce parcours de formation, ça va être l'aménagement de la page d'accueil publique. Aujourd'hui, vous avez une page d'accueil qui a été préconfigurée par défaut avec un minimum d'informations, mais vous allez avoir à commencer à réfléchir à l'aménagement de cette page d'accueil-là. Donc cette page d'accueil étant destinée à faire remonter un certain nombre de contenus automatiquement depuis le cœur de l'ENT, depuis les rubriques de l'ENT, ça veut dire que vous allez avoir un certain nombre d'éléments sur lesquels vous pouvez commencer à réfléchir, des articles, des événements, des photos qui vont permettre d'alimenter quelques rubriques, notamment la rubrique actualité dès à présent et surtout au moment de la rentrée, quelques événements à positionner dans l'agenda qui remonteront également automatiquement sur la page d'accueil. Essayez de trouver une photo pour mettre à la une de votre établissement. Là, on vous montre un exemple. C'est une photo au format 1400 par 320 pixels, sachant qu'elle peut être légèrement différente puisqu'il y a un système de recadrage en ligne au moment où vous allez la mettre en place. Mais en gros, une image plutôt au format bandeau. Voilà, donc ça veut dire que pour qu'il y ait des informations qui se mettent sur la page d'accueil, ça veut dire qu'il faut commencer à réfléchir à quelques contenus pour alimenter de façon éditoriale en fait le contenu du site. Voilà, ce sera donc la deuxième partie. Dernier point de ce webinaire maintenant, le connecteur Pronote. Alors ce connecteur, ce lien entre l'ENT et Pronote va pouvoir être mis en place seulement à la rentrée de septembre, puisque on ne peut pas connecter ce connecteur donc à deux ENT en même temps. Cependant, vous pouvez avoir accès dès maintenant à une documentation qui sera mise à jour au courant de l'été en fonction de la nouvelle version de Pronote. Et donc cette documentation est accessible depuis Scolengo Academy. Je vais maintenant donc vous montrer, en vous partageant mon écran, comment on peut accéder à cette documentation sur Scolengo Academy. Donc je suis ici connectée sur Scolengo Academy et avec l'aide de la petite loupe qui se trouve en haut, je vais pouvoir faire ma recherche. Donc ici j'ai tapé Pronote 2019. Quand on aura la mise à jour de la documentation, vous pourrez taper Pronote 2020 et vous arriverez donc sur le nouvel article. Donc ici, le premier article qu'on me propose est le bon, donc je clique dessus et j'arrive sur la documentation. Donc sur cette documentation, plusieurs choses à savoir avant de mettre en place le connecteur. Et ici, deux guides sont disponibles. Donc le premier correspond au guide d'installation pour Pronote en mode monoposte et le deuxième correspond à l'installation
du connecteur Pronote dans le cas où on a un hébergement chez l'éditeur. Donc ce guide est en format PDF et va m'indiquer toutes les étapes qui vont devoir être faites pour l'installation de Pronote. Donc premièrement, on aura des petites actions à venir effectuer directement dans Pronote. Donc je parcours rapidement le document pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc les premières étapes sont vraiment des choses à effectuer dans Pronote. Et ensuite, on va passer sur une partie qui correspond à des actions qui vont devoir être faites directement dans le NT. Voilà, donc cette documentation sera mise à jour en fonction de la version de Pronote cet été. Donc petit rappel tout de même, n'essayez pas de faire cette configuration-là dès maintenant. Cela vous couperait votre connecteur Pronote avec votre NT actuel. Donc la présentation étant finie, nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Alors la première question que vous nous avez posée est la suivante. Donc une question par rapport à un collège du Doubs. L'URL pour mon collège est inutilement compliquée puisqu'elle intègre les initiales du prénom Prodon. Est-ce que vous pourriez supprimer les lettres PJ et faire une URL collège-prodon.eclatbfc.fr? Bonjour, je suis Vincent Magel, je travaille au niveau de la DRNE sur la région académique Bourgogne-Franche-Comté. Donc on est effectivement dans le cadre du projet Éclat BFC. Le nommage défini pour tous les établissements a été mis en place au niveau du projet, donc concerne l'ensemble des lycées, des collèges et même des écoles, puisque nous sommes sur une couverture premier et second degré. Et le nommage est appliqué à l'ensemble des établissements de la même façon. Alors c'est vrai que il y a toujours l'initiale du prénom en général de la personne qui correspond au nom de l'établissement. Et là, effectivement, vous avez deux prénoms, mais c'est l'ensemble du nommage qui a été appliqué par l'éditeur sur cette ENT. Il sera difficile nous sommes plutôt dans une convention de nommage qui permet à tout le monde de pouvoir retrouver facilement l'adresse d'un autre établissement pour un contact, pour des collaborations inter-établissements. Donc il sera difficile de modifier ou de particulariser ce nommage en fonction de liens locaux. Alors, la question suivante. On nous demande les 3 étapes de départ seront-elles obligatoires pour tous les utilisateurs? Donc, quand vous vous connectez la première fois, effectivement, on vous demande de valider un certain nombre de choses. Alors, oui, c'est ce qu'on appelle le processus de première connexion. Et quand vous communiquerez d'ailleurs les informations à vos utilisateurs, notamment les parents et les élèves, cette phase-là, elle est très importante parce que on vous a dit rapidement qu'il y avait... Est-ce que vous acceptiez, par exemple, de recevoir les notifications? Pour les parents, c'est très important qu'ils cochent la case qu'ils acceptent les notifications depuis la messagerie de l'établissement, parce que ça signifie que, comme ça, les messages qu'ils recevront dans le NT seront notifiés automatiquement sur leur boîte aux lettres personnelle. Donc ça donne un meilleur rendement entre guillemets à la messagerie de l'ENT, puisque si effectivement tous les parents font suivre ces boîtes mail de l'ENT jusque sur leur boîte perso, quand vous enverrez un message, ça sera beaucoup plus fiable. Donc oui, ces étapes-là, elles sont obligatoires et pour certains publics, elles sont particulièrement importantes. En sachant que ces étapes-là, on les retrouve aussi en allant dans mes préférences, c'est-à-dire qu'on passe par ces étapes de validation à la première connexion et ensuite, si on veut modifier ce qu'on a saisi à ce niveau-là, en allant dans mes préférences, on a possibilité de revenir dessus. Alors ensuite, il y a une erreur dans l'adresse du site de notre établissement. La ville est incorrecte. C'est une initialisation. La modification vous sera-t-elle quand même possible? Alors là, en plus, je ne sais pas de quel établissement il s'agit, etc. Clairement, on est dans une situation de support. Donc, on vous a donné les coordonnées du support en fonction de votre projet dans le Doubs, dans le Haut-de-Savoie. Ben, contactez le support d'ores et déjà pour expliquer le problème constaté, quoi.
Question suivante. Si je veux changer les coordonnées administrateur plus tard, comment fait-on? Ben, vous aurez la réponse dans le cours. En fait, vous avez 2 comptes administrateurs qui sont fournis. Vous pourrez changer le mot de passe à souhait et on vous indiquera également comment créer des nouveaux comptes administrateurs. On a vu que dans les établissements, il y a quand même beaucoup d'établissements où il y a plus de 2 personnes qui auront accès au compte administrateur. Hein, ça va jusqu'à 4 ou 5 dans certains collèges. Ben, vous aurez la possibilité de créer autant de comptes administrateurs différents que de personnes. Et donc, vous aurez la réponse dans le cours qui démarre le 11. Ensuite, alors pour moi, alors ça c'est pour l'accès au cours Moodle. Pour moi, il n'y a rien d'écrit et il refuse de valider du coup. Même chose, contacter le support parce que il y a peut-être une erreur particulière. Il faut qu'on identifie précisément les choses. De notre côté, le module de formation ne fonctionnait pas hier. Rien de renseigné dans les 3 premières cases, même en cliquant dessus. Alors, je ne sais pas à quel niveau ça ne fonctionnait pas. Si vous arrivez à vous connecter, c'est normal que vous n'ayez pas accès au cours parce qu'il n'ouvre que le 11 mai. Si c'est en amont, même chose, il faudra voir avec le support. On va regarder ça. Si effectivement il y a 2 personnes qui sont dans ce cas-là, on va refaire un petit tour sur le sujet cet après-midi quand même pour vérifier. Alors, attention particulière pour les personnels mutés à la rentrée. C'est une question. Alors, effectivement, il faut avoir une attention particulière, mais vous l'avez en fonction effectivement de vos projets. Pour la BFC, nous sommes effectivement avec des données qui remontent de l'annuaire fédérateur. Donc, ce sera effectivement lors de la bascule de changement d'année que les informations seront injectées au niveau de la structure de votre établissement et les personnels seront intégrés donc courant août pour la rentrée. Donc effectivement, le but est pour vous, au niveau des établissements, de bien être attentif dans le cadre des applications nationales pour que la présence du maximum de personnel soit présent pour que l'annuaire après, par la suite, de manière automatique, permette l'inscription et le rattachement au niveau de votre établissement des personnels qui arrivent en début d'année. Alors, la question suivante. S'il y a un compte pour plusieurs personnes, il est préférable de se partager le travail. EDT pour la direction et page publique pour les référents. S'il y a un compte pour plusieurs personnes, il est préférable de se... Oui, c'est 2 fois la même question, pardon. Oui, effectivement, dans le cours, normalement, le cours, il est accessible à tout le monde. Et une fois que quelqu'un aura validé une étape, ça sera validé pour l'établissement. Donc, il faut se partager le travail. On vous aide un petit peu puisque dans chaque section du cours, on a une petite phase objectif au départ qui précise si la section en cours est plutôt destinée à tel ou tel profil. Après, vous organisez comme vous voulez, hein, mais on vous donne quelques indications là-dessus. Clairement, il y a surtout une partie qui normalement doit être traitée par l'équipe de direction, c'est la partie import d'emploi du temps. La partie page d'accueil public, bien entendu, l'équipe de direction ne doit pas s'en désintéresser, mais la partie mise en œuvre peut être assurée par d'autres personnes. Et puis après, c'est des tâches d'administration classiques pour tout le reste de la formation. Alors, lors de l'import de l'emploi du temps pour l'année scolaire 2020-2021, faut-il que l'emploi du temps soit complètement terminé? Autrement dit, quelle sera la bonne date? Mi-août, fin août, quelques jours après la rentrée? Alors, non, enfin, tout dépend de ce que vous appelez... emploi du temps complètement terminé. Normalement, on peut faire des imports d'emploi du temps 10 fois par jour si on en a besoin. Il n'y a pas de problème, on peut remettre à jour très très régulièrement. Donc, il n'a pas besoin d'être totalement finalisé. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont importants. Il faut que les groupes soient créés, il faut que les élèves soient présents dans les groupes. Après, s'il vous manque un prof qui n'est pas encore nommé, ça ne vous empêche absolument pas de faire un premier import d'emploi du temps. Et moi, je dirais que la date idéale pour faire le premier import d'emploi du temps, c'est 1 ou 2 jours avant la pré-rentrée. Ça vous permet de faire le premier test d'import avant que l'établissement soit en activité. Et ensuite, chaque évolution, vous allez pouvoir faire votre import d'emploi du temps de manière quasi immédiatement pour mettre à jour. Et globalement, au bout d'une quinzaine de jours, quand votre emploi du temps tourne, qu'il est stabilisé, là, vous pourrez mettre en place l'import automatique qui mettra tout ça à jour directement.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour un établissement avec 2 sites pour les informations différenciées? Alors là, quand il y a 2 sites, il y a deux solutions. Soit vous êtes en cité scolaire, soit vous n'êtes pas en cité scolaire. Si vous êtes en cité scolaire, vous avez un seul portail d'accès. Et donc, si vous avez un seul portail d'accès, à chaque fois qu'il y aura des informations différenciées à saisir pour un établissement ou pour l'autre, vous aurez en haut de l'écran une liste déroulante qui vous demandera si les modifications que vous faites, elles concernent l'ensemble de la cité scolaire ou un des 2 établissements. Donc voilà. Et si par contre vous êtes, parce que je crois qu'il y a au moins un cas comme ça où il y a effectivement 2 sites avec la même équipe de direction, mais qui sont 2 sites totalement séparés avec 2 portails, ben dans ce cas-là, vous avez 2 ENT à gérer, même si c'est le même chef d'établissement, vous avez deux établissements à gérer de manière indépendante. Alors, bonjour, la documentation pour toute la gestion de l'ENT existe-t-il en format PDF avec sommaire et ou index ou ce ne sont que des tutoriels vidéo? Alors, c'est pas que des tutoriels vidéo, hein, il y a bien entendu de la doc, mais ça reste de la doc en ligne, c'est-à-dire que de toute façon, on n'a pas de doc papier, on n'a pas un gros livre avec comment marche l'ENT. La doc, elle est extrêmement dense, elle est accessible et les articles de la documentation en ligne sont imprimables en PDF, mais ça reste de la doc en ligne, ne serait-ce que parce que il y a des mises à jour quasiment toutes les semaines, donc il faut que la documentation évolue en même temps que le produit tout au long de l'année, quoi. Alors, est-ce possible d'ajouter un compte admin référent numérique? Alexis, tu avais prévu de répondre à cette question. Non, bon alors, tant pis. Ah, j'y réponds. D'ailleurs, j'y ai déjà un peu répondu, hein. Dans le cours, effectivement, on vous indique que comment créer un nouveau compte administrateur. Donc, il faudra comment dire, il faudra voir comment créer ces nouveaux comptes pour les personnes concernées. Pardon. Nous n'avons pas de NT actuellement. Est-il possible de tester le connecteur Pronote? Alors oui, si vous n'avez pas de NT actuellement, vous ne pourrez pas tester le connecteur Pronote. Par contre, pour ceux qui ont un ENT à disposition, vous pouvez le tester. Attention, si vous testez le connecteur Pronote, eh bien, il faudra que les utilisateurs se connectent par l'ENT pour accéder à Pronote. Ça, c'est important. Autre question, la configuration de la page. Alexis, un complément quand même, parce que pour l'instant, le test du connecteur Pronote ne marche que si effectivement le Pronote n'est pas déjà connecté à autre chose, hein, parce que sinon ça désactivera votre lien actuel. Hein. Oui, tout à fait, c'est important de le préciser, ça. Exactement. Ça désactivera le lien actuel et il faudra redonner les comptes Pronote. Donc, attention à ces tests-là. J'ai peut-être répondu un peu vite. Merci pour cette précision, Thierry. Question suivante, la configuration de la page d'accueil peut-elle être modifiée après une première configuration? Alors oui, la page d'accueil, vous pouvez la configurer quand vous voulez. Vous avez la possibilité de réaliser plusieurs versions, de les publier quand vous souhaitez, de préparer même des pages d'accueil que vous ne publiez qu'après. Enfin voilà, vous avez toujours la main sur cette page d'accueil de votre site public. Question suivante, la configuration doit-elle se faire depuis les postes de l'établissement? Alors, oui, pas forcément, parce que le NT il est accessible à partir de n'importe quel navigateur connecté à Internet. Donc, vous pouvez du coup effectuer la configuration à partir de n'importe quel outil. Par contre, il est important quand même de tester en établissement. Ça vous permet de voir si les navigateurs sont bien à jour, s'il n'y a pas de problème de pare-feu ou de réseau. Donc, le NT sera beaucoup utilisé dans l'établissement, donc il faut quand même faire ces tests-là dans l'établissement à un moment ou à un autre, avant de généraliser. Bonjour, ai-je bien compris que si le connecteur Pronote est activé, les élèves devront obligatoirement se connecter avec les identifiants téléservices? Alors, si le connecteur est activé sur la plateforme ENT, eh bien, les utilisateurs devront passer par le NT pour se connecter à Pronote, parce que l'ENT propose d'autres services en plus de Pronote, et donc l'intégration est plutôt optimale. Donc oui, il faudra passer par le NT. Les téléservices, tout dépend du projet sur lequel vous êtes. Si les élèves, en Bourgogne-Franche-Comté par exemple, les élèves passent par les téléservices. Donc oui, il faudra passer par les téléservices
en Bourgogne-Franche-Comté, quand dans d'autres projets, c'est pas le cas. En Haute-Savoie, notamment, il n'y a pas à thème pour les élèves et les parents. Ils passeront par l'ENT, par les comptes ENT. Autre question, Thierry avait prévu d'y répondre, mais je vais la reprendre. Devant l'adresse d'établissement apparaît le template établissement. Peut-on le modifier? Oui, vous pouvez le modifier. Alors, il s'appelle comme ça, template établissement devant l'adresse. Donc, en effet, vous pourrez le modifier. Ça, c'est simplement le nom de la page d'accueil type. Donc, ça, vous pouvez le modifier et appeler cette page d'accueil comme vous le souhaitez, hein, rentrée scolaire, continuité pédagogique, accueil de l'établissement. Voilà, vous donnez le nom que vous souhaitez. Alors oui, il y avait une autre question. Visiblement, il doit y avoir un problème parce vous êtes vraiment plusieurs à nous signifier que les champs sont pas pré-remplis pour l'accès à la plateforme de formation. Donc on va vérifier ça cet après-midi. Alors ensuite, lorsqu'il y a des modifications mineures d'emploi du temps en cours d'année, faut-il refaire un import complet à chaque fois? Il n'y a pas de notion d'import complet ou pas complet. En fait, oui, à chaque fois, c'est vous réimportez la totalité. Par contre, c'est extrêmement rapide, hein. Le premier import, il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on fait, mais une fois qu'il a été fait, à partir du deuxième import, il y a tout un tas de paramètres qui sont enregistrés et il faut moins de 3 minutes pour faire un import, même en mode manuel. Et quant au mode automatique, en fait, quand vous êtes dans EDT, que vous faites une modification, par exemple un déplacement de cours, vous faites enregistrer et puis ça part directement sur l'ENT sans que vous vous occupiez de rien. Donc oui, on est obligé de faire des mises à jour complètes à chaque fois, mais qui sont extrêmement rapides. Alors, je vais prendre la question suivante. Donc, Frédéric Boucher pour Cosmos à Lyon. La question est: le lien de la page d'accueil de l'ENT apparaîtra-t-il en proposition lors d'une recherche sur Google, avec par exemple comme mot-clé le nom du collège en barre de recherche? Alors oui, effectivement, ce sera valable d'ailleurs pas uniquement pour Google, mais pour d'autres moteurs de recherche aussi. Il y a en effet un référencement naturel qui va se faire avec une remontée dans les positions hautes au fur et à mesure qu'il y aura de la fréquentation sur votre ENT. Alors, si vous avez déjà, par exemple, un site web que vous avez soit développé, soit fait développer par vous-même, et que vous comptez l'abandonner, l'arrêter ou éventuellement garder les liens, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des liens de l'un vers l'autre, c'est-à-dire de votre site web actuel pour renvoyer vers l'ENT, et puis aussi, pourquoi pas, de l'ENT actuel pour renvoyer vers votre site web. Ça va augmenter le trafic comme ça, et ça va améliorer le référencement naturel de votre établissement. Et bien évidemment, plus il y aura de contenu sur votre page publique de l'ENT, et plus vous serez référencé, et plus vous serez facilement accessible. Alors ensuite, on nous dit bonjour, sachant que dans les établissements, on a d'autres préoccupations avec le déconfinement, oui, j'imagine. Pourra-t-on suivre la formation hybride un peu en décalé en ne respectant pas les dates proposées? Alors le cours est ouvert à partir du 11 mai, mais il est ouvert jusqu'au 26 juin, donc quasiment jusqu'à la fin de l'année scolaire. Vous pouvez le suivre quand vous le souhaitez, puisqu'il est ouvert en permanence sur ces 7 semaines-là. Quant au webinaire pour poser les questions, eh bien de toute façon, comme tous les webinaires, si vous ne pouvez pas vous connecter à un pour poser vos propres questions, vous pourrez au moins y assister en replay pour pouvoir profiter des réponses qu'on aura données aux questions des autres. Et on est vraiment dans un contexte particulier, donc de toute façon on fera un point régulier sur la formation avec les académies, avec les conseils départementaux tout au long de la période de formation. Et s'il y a besoin que la plateforme soit ouverte une semaine de plus, je pense que personne ne criera au scandale, quoi. Donc rassurez-vous, effectivement, je confirme que je pense que vous avez effectivement plein d'autres choses à faire en ce moment au niveau des établissements. Donc c'est aussi pour ça qu'on a ouvert le cours sur une période assez longue pour que vous puissiez caler ça au milieu de tous les autres problèmes. Le micro ne fonctionnait pas. J'ai essayé de lancer Office Online via le lien de l'ENT. Il me demande de créer un compte Microsoft. Est-ce normal? Alors, Office Online est disponible pour les élèves et les enseignants. Ça, c'est le contrat avec Microsoft qui fournit des licences pour les élèves et les enseignants. Donc ça doit marcher pour les profils élèves et enseignants. Pour les autres profils, là, pour le coup, oui, il faut créer des comptes, ou il faut avoir des comptes Office.
Là, quelquefois, la collectivité en fournit au personnel. Donc, voilà, retournez-vous vers elle pour voir, ou peut-être avec les académies, pour voir s'il y a des accès possibles. Je viens de me connecter et on ne m'a pas demandé de changer de mot de passe. Première connexion sur le NT. Alors, là, il faut regarder dans le détail quel compte vous avez ce problème-là. Parce que si c'est un compte administrateur, normalement, on vous demande de changer de mot de passe à la première connexion, un compte invité. Pour les autres profils, pour les autres types de connexions, je ne connais pas le comportement des téléservices, donc peut-être que l'académie peut peut-être compléter sur le sujet. Ça peut éventuellement, Alexis, je me permets. Il y a un cas particulier en Haute-Savoie, notamment, c'est la cité scolaire Frison-Roche. Si jamais c'est le cas, ça peut être logique, parce que la cité scolaire ayant été déployée depuis plusieurs années, mais le collège n'ayant pas été utilisateur jusque-là, il a fallu créer un compte spécifique. Si ce n'est pas cet établissement, voilà, c'est un autre sujet sans doute. Quand sera fait les imports de Moodle et de Enoe sur Eclat? Donc, il n'est pas prévu de réimporter les Moodle d'Enoe pour le périmètre des collèges du Doubs. Du moins, dans un premier temps, s'il y a des demandes, il faut nous en faire part pour voir si c'est prévu, et à ce moment-là, on planifiera pour réimporter ces Moodle-là cet été, mais actuellement, ce n'est pas prévu. Donc, faites-vous connaître pour qu'on puisse identifier le besoin et voir si on peut le faire. Alors ensuite, bonjour, actuellement je me connecte avec prénom.nom en tant que principal, mais je n'ai pas les droits admin. Je dois me connecter avec un compte admin pour les droits. Est-ce que plus tard, en me connectant avec mon compte perso comme principal, j'aurai les droits sans être obligé d'utiliser les deux comptes, ce qui n'est pas pratique? Alors effectivement, c'est pas pratique, mais ça a quand même un intérêt, c'est que vous n'êtes pas schizophrène, ce qui veut dire que quand vous faites un métier de chef d'établissement, vous faites pas le métier d'administrateur en même temps, donc c'est pour ça qu'on a séparé les comptes. Pour autant, vous aurez la possibilité en tant qu'administrateur de vous donner certains droits d'administration sur certains services sur votre compte chef d'établissement. Autrement dit, le fait de vous donner tous les droits d'administration sur le compte de chef d'établissement n'est pas forcément une bonne idée, même si c'est possible, parce que du coup vous verriez tout le temps et que ça perturberait votre usage quotidien. Mais par contre, sur certaines fonctionnalités, comme par exemple l'import d'emploi du temps, il va de soi que si vous êtes obligé de vous déconnecter pour vous mettre en admin à chaque fois, au bout d'un moment, ça devient pénible. Donc, vous vous donnez les droits sur votre compte de chef d'établissement et comme ça, vous restez connecté dessus. Donc, c'est un curseur à positionner entre les deux comptes pour voir quels sont les services d'administration dont vous vous servez finalement suffisamment souvent pour juger utile de les rajouter à votre compte chef d'établissement. Lorsque j'accède à la plateforme de formation, les 3 champs ne sont pas complétés. Donc ça confirme qu'il y a un problème, hein, vu le nombre de personnes qui signalent ça. Donc on va vérifier ça dès la fin de ce webinaire. Le cas échéant, on passera peut-être par l'académie pour avoir les coordonnées de l'un d'entre vous et essayer de le contacter en direct une fois qu'on aura pris des actions pour vérifier que la situation est rétablie. Je crois que c'est à moi. Excusez-moi. Bonjour, notre établissement dispose d'un site internet WordPress intégré à Enoe. Donc nous sommes plutôt dans le Doubs. Est-ce que Eclat écrase Enoe et le site WordPress? Donc la réponse est non, il n'y a pas de lien entre Enoe et le nouvel ENT dont vous allez disposer, dont vous disposez déjà. Donc il n'y a pas d'écrasement. Vous avez donc une continuité possible et donc effectivement sur ce temps une capacité de pouvoir transférer éventuellement des contenus par copier-coller. En tout cas, vous avez la présence de ces deux éléments, ces deux sites en visibilité Internet. Comment fait-on si ce n'est pas le cas? Pour cesser la publication du site WordPress, eh bien, comme le site WordPress est a priori lié à une infrastructure de type académique, si vous avez choisi un hébergement à un type académique, eh bien, il faut réaliser un signalement à la DSI au niveau de la plateforme de demande académique Editop pour prévoir la fermeture du site WordPress à la date que vous souhaitez. Et par la suite, effectivement, donc il ne perdura que le site
que vous avez choisi avec la page d'accueil Éclat. Plusieurs questions sur donc c'est le compte administrateur. Vous m'avez confirmé, vous avez un problème avec le compte. Enfin, il n'y a pas de problème avec le compte administrateur, mais en effet, on ne vous demande pas de modifier forcément le mot de passe à la première connexion. C'est pourtant un paramètre, donc on va regarder si ce paramètre avait bien été activé, si on ne l'a pas désactivé. Donc on va faire en sorte de vous forcer à changer le mot de passe de l'administrateur, certainement dans les jours qui arrivent, pour éviter d'avoir le mot de passe simple qu'on vous a donné. Le compte administrateur est un compte sensible, donc il faut qu'on le sécurise davantage. Et donc voilà, merci de nous l'avoir signalé. On va demander à changer le mot de passe de ces comptes-là. Bonjour, j'ai été connecté avec mon compte. Il m'a déconnecté au bout d'un certain temps. Ce temps est-il paramétrable? Alors, ce temps n'est pas paramétrable. On a un temps de session qui va être prolongé à 1 heure normalement pour les utilisateurs, enfin les enseignants, les non-enseignants. Attention, c'est un temps de session qui déconnecte l'utilisateur au bout d'un temps, au bout d'une période sans activité. Donc actuellement, on a dû restreindre cette période à 20 minutes, c'est-à-dire que pour absorber l'afflux de connexion lié à la continuité pédagogique et à la distanciation au confinement, comme on a un gros volume d'utilisateurs, on a donc réduit les temps de session à 20 minutes sans activité pour déconnecter les utilisateurs, pour que d'autres utilisateurs puissent se connecter et ainsi permettre à tout le monde de se connecter. Donc le temps de session est baissé actuellement, il est à 20 minutes sans activité, mais à l'avenir, il sera augmenté dès qu'on sortira un peu de cette situation de confinement. Quand vous rentrerez en établissement, ce temps de session sera rétabli à 1 heure pour les enseignants et les non-enseignants. Comment intégrer PIX? Alors, PIX est un service numérique pour la validation des compétences. Il est en lien avec le GAR, avec le médiacentre qui est présenté à chaque élève et chaque enseignant. Donc, à travers le médiacentre, à travers le GAR, on accède à PIX. Actuellement, si vous êtes sur un projet type pour Bourgogne-Franche-Comté, vous avez le GAR qui est déjà accroché. Le GAR étant une application nationale gérée au niveau du ministère et de la Direction nationale de l'éducation, du numérique et de l'éducation. Il est donc au niveau national accroché sur l'ENT et Noé en particulier. Et dans ce cas-là, il ne peut pas être accroché sur un deuxième ENT en parallèle. Donc la période de passation et de bascule de l'ENT et Noé à Éclat pour vos établissements, elle est prévue en juillet, au moment où il n'y a plus préalablement d'activité, et il y aura donc une bascule qui se fera pour vous eh bien, sans action complémentaire et avec le maintien, puisqu'on est bien sur un service qui est lié à chaque élève avec un maintien des ressources et des actions qui ont déjà pu être faites dans toutes les ressources numériques, y compris dans PIX. Donc vous aurez une bascule plutôt en juillet. Et voilà, et ça évitera d'avoir des conflits. De toute façon, il est impossible d'intégrer le GAR sur 2 ENT en même temps. Alors, la question suivante, c'est visiblement un problème d'accès à Scolingo Academy. Lorsque je clique sur le point d'interrogation, la page qui s'ouvre ne comporte pas l'onglet. Alors, est-ce que vous êtes bien connecté avec le compte administrateur de votre établissement? Enfin, faudra vérifier de vous connecter bien avec le compte, admin de votre établissement. Et s'il y a un problème de fonctionnement, toujours passer par le support, quoi. La question suivante. Dans Word Online, l'éditeur d'équations mathématiques ne semble pas installé. Comment procéder? En fait, la suite que vous voyez, l'Office Online, c'est le traitement de texte de Word classique. Donc, il n'y a, a priori, et à ma connaissance, effectivement, pas d'éditeur d'équations mathématiques. Cet éditeur d'équations mathématiques il est inclus dans l'ENT en tant que tel, quand vous allez, par exemple, rédiger des articles ou rédiger du contenu pédagogique. C'est à cet endroit-là qu'il y a l'éditeur mathématiques. Sachez bien que, la mise à disposition d'Office Online est un produit standard du marché. Il n'y a pas de spécificité propre
à l'ENT, il n'y a pas de configuration particulière. Donc, la suite en ligne Word, Excel, PowerPoint est celle qui est diffusée de manière standard pour tout le monde. Donc, il n'y a pas du tout de plugin ou de configuration spécifique à cela. Donc, si vous cherchez un éditeur de formules mathématiques, vous allez le trouver dans l'ENT directement, dans la rédaction de contenu, que ce soit article ou contenu pédagogique. Je peux prendre la question suivante. Les parents se connecteront avec un compte téléservice, mais qu'en est-il pour les professeurs? Alors, comme j'ai évoqué précédemment, j'ai évoqué l'import AF des données donc d'annuaires académiques pour l'alimentation, par exemple, de l'ENT ECLA. Eh bien, cela veut dire que pour la connexion des professeurs, cela se fera par l'identifiant et le mot de passe du compte académique de chacun, qui est déjà en possession de chaque enseignant. Et elle se fera via le portail qu'on appelle ARENA, qui est le portail lié à l'éducation nationale. Donc c'est une authentification qui est déjà connue, puisque c'est le compte qu'utilise chaque enseignant pour se connecter, par exemple, à sa messagerie académique. Cela veut dire aussi que ce compte est déjà accessible, a priori, pour vos établissements, si l'annuaire a été injecté au niveau de vos structures ECLA actuellement. L'authentification est possible pour ces enseignants, puisqu'ils disposent de l'identifiant et du mot de passe. Alors, y a-t-il un connecteur EasyDoc ou faut-il passer par le GAR? Non, EasyDoc, c'est bien un connecteur à paramétrer et puisque vous avez maintenant accès à l'ENT et à Scolingo Academy via le point d'interrogation en droite, vous pouvez faire une petite recherche dans Scolingo Academy et vous verrez que il y a une documentation qui vous indique comment paramétrer ce connecteur EasyDoc. De mémoire, il y a des échanges à faire entre EasyDoc et l'ENT. Enfin, c'est pas un truc qui se configure en 30 secondes. Donc, vous pouvez regarder la doc, mais c'est pas forcément utile de le connecter aujourd'hui pour la prochaine rentrée, quoi. Il vaudra peut-être mieux attendre la rentrée pour le faire. Oui, je confirme, effectivement. La configuration n'est pas extrêmement compliquée, hein. C'est un principe d'export, d'échange de fichiers entre les deux systèmes. C'est bien décrit dans les lignes, vous pouvez vous laisser guider sur ça. C'est très commun, l'immense majorité des établissements en France a ce connecteur EasyDoc et vous pourrez le placer où vous souhaitez. Alors, la question suivante, ils auront un compte ENT et Pronote ou passer à l'ENT ne génère plus qu'un seul accès ENT Pronote? Oui, bah c'est bien la deuxième solution, il y a un accès unique. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'ENT soit un portail d'intégration, ce qui veut dire qu'on se connecte à l'ENT et à partir de l'ENT, on accède à différents services. Et de la même manière qu'on va accéder à Office Online, on va accéder à Pronote sans être obligé de se réauthentifier. Donc, il ne faudra pas distribuer vos comptes Pronote aux utilisateurs, il faudra distribuer que les comptes ENT et à partir de l'ENT, quand le connecteur sera mis en place, ils pourront accéder à Pronote directement sans se réauthentifier. Question suivante, est-il prévu qu'un jour l'ENT évolue vers la possibilité de visio et de classe virtuelle? Alors, ce jour arrive très rapidement parce que dès la semaine prochaine, on va proposer aux collectivités un outil de visio intégré à l'ENT. Donc, ensuite, on verra avec les collectivités concernées comment on déploie, si on déploie cet outil-là. On voit bien le besoin en ce moment en période de confinement, en période de retour des élèves à l'école, peut-être avec des organisations un peu différentes, qui a un vrai besoin d'outils de visio sécurisés, intégrés à l'ENT, avec des comptes sécurisés qui permettent bien aux élèves concernés d'accéder à la visio, mais pas aux autres. Voilà, donc on voit qu'il y a un vrai sujet là, de continuité pédagogique. Donc on travaille dessus et il sera présenté courant mai. Et vous aurez peut-être des informations suite à ces présentations-là, suite au mois de mai. Alors, il y a une nouvelle question qui vient d'arriver. Quel sera l'identifiant et le mot de passe des élèves? Ça sera l'identifiant et le mot de passe des téléservices. Donc, peut-être que Vincent peut compléter. Je ne sais plus exactement sous quelle forme ça se présente, mais ça sera des téléservices en tout cas. Pour Bourgogne-Franche-Comté, hein. Attention. Ah oui, pardon. Merci de le préciser, effectivement.
Pour le Doubs, ça sera les téléservices. Pour la Haute-Savoie, effectivement, ça sera sous la forme prénom.nom, puisque c'est l'ENT qui gère directement les comptes des parents et des élèves. Merci de le préciser, Frédéric. Pour la Haute-Savoie, vous allez générer un fichier des identifiants dans l'ENT qui va en effet créer un identifiant par utilisateur, élève et parent sur la base du prénom.nom. En cas d'homonymie, il va y avoir ce qu'on appelle un auto-incrément. Donc, ce sera prénom.nom 1, prénom.nom 2, etc. Avec un mot de passe complexe que l'utilisateur devra modifier à la première connexion. Voilà, ça c'est pour le cas de la Haute-Savoie. Voilà, et pour le Doubs, donc ça sera bien les téléservices. Oui, je complète juste pour dire que par rapport à cette question liée à la connexion et la mise en place avec les téléservices, nous avons des fiches présentes sur le site Région Académique, région-académique.eclat-bfc.fr, à la fois en tant que chef d'établissement et pour proposer aussi des fiches au niveau des parents et des élèves pour pouvoir se connecter à l'ENT. Donc c'est des fiches qui sont totalement publiques, elles sont mises à disposition pour l'ensemble des utilisateurs. Et pour justement expliquer d'une part pour vous au niveau établissement comment mettre en place ce lien avec les téléservices, ça donne quelques explications complémentaires et vous avez aussi l'assistance académique au niveau de la DSI pour vous accompagner. Et puis d'autre part d'avoir des fiches d'explication qui peuvent être reprises à votre niveau et rediffusées ou en tout cas mises en lien au niveau des élèves et des parents d'élèves pour qu'ils puissent se connecter aisément à l'ENT. Alors, on a deux questions complémentaires. Pourquoi en Haute-Savoie les téléservices ne sont pas utilisés pour les élèves et les parents? Eh bien, ce sont des choix de projet. N'étant pas directement sur ce projet, je ne peux pas les justifier à leur place. Mais effectivement, il y a des territoires où il y a de la fédération d'identité, d'autres non. Je ne sais pas, Frédéric, si tu as des compléments. Oui, effectivement, je peux donner des éléments d'information complémentaires. Le projet dans lequel vous vous insérez, en fait, au niveau des collèges de Haute-Savoie, est un projet qui a un certain historique. Ça fait un peu plus de 6 ans que l'on équipe les lycées de l'ex-région Rhône-Alpes. Au tout début du projet, il y avait effectivement la possibilité de se connecter avec les téléservices sur l'ENT, mais à l'époque, il y avait un certain nombre de difficultés quand même par rapport à cela. Ce qui fait que la région a pris le parti de revenir en arrière et donc de permettre aux élèves et aux parents de se connecter non pas avec les téléservices, mais avec des identifiants de l'ENT. Pour des questions de fiabilité à l'époque. Les choses ont évolué, bien sûr, et puis il y a eu pas mal d'événements, notamment le renouvellement du marché. Et il y a quelque chose qui s'annonce, qui n'est pas encore concret, mais il y a quelque chose qui s'annonce. C'est EduConnect, donc c'est un nouveau portail d'authentification qui va arriver dans les années à venir. Et la question s'est posée lors du renouvellement de marché il y a à peu près 1 an sur le fait de basculer vers les téléservices ou d'attendre EduConnect. Et le choix qui a été fait par l'ensemble des autorités académiques et des collectivités parties prenantes au projet a été de rester sur le mode d'authentification par l'ENT pour les élèves et les parents jusqu'à ce qu'il y ait ce nouveau guichet national qui soit mis en œuvre. Alors, ce ne sera pas le cas probablement à la rentrée prochaine, il faudra encore patienter un petit peu. Mais voilà, ceci explique cela. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient principal, vous l'avez noté, c'est le fait qu'il y a un jeu d'identifiant spécifique à l'ENT. Maintenant, il y a aussi des avantages sur le fait que l'on n'est pas dépendant d'un guichet tiers. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans des considérations techniques, simplement pour vous dire que c'est un choix historique et assumé par le projet depuis un certain nombre d'années. Et que pour l'instant, en effet, on est toujours dans cette configuration. Les choses changeront très probablement à l'avenir. Mais en tout cas, pour la rentrée prochaine, ça sera comme ça. Je rebondis peut-être pour la transition effectivement à EduConnect. Pour Eclat, nous sommes effectivement dans l'authentification avec les téléservices et nous sommes aussi dans la programmation
d'ajouter cette authentification EduConnect, donc d'être aussi sur ce même type d'authentification fédérée pour les parents, par exemple, et puis pour les élèves. Donc voilà, c'est la même stratégie aussi qui sera appliquée, mais effectivement, pour l'instant, nous avons l'activation des téléservices. Il y avait une question, actuellement, les élèves et les parents ont les comptes Pronote qui est hébergé, car le serveur académique est difficile d'accès. Deuxième partie, problème à la rentrée avec les téléservices en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, la première partie de la question, le serveur académique difficile d'accès, en l'occurrence avec ECLA, nous ne sommes pas sur les infrastructures académiques, puisque le précédent ENT avait effectivement une zone de connexion qui était liée à des serveurs académiques. Donc là, il n'y a aucune difficulté, on est directement sur une plateforme extérieure à la partie académique. Donc si vous avez expérimenté des difficultés sur des serveurs académiques, là, en l'occurrence avec ECLA, on n'est pas lié à ce type de connexion. Et l'intégration Pronote est essentielle à l'intérieur de l'ENT pour profiter d'un environnement unique et d'avoir un seul accès de communication à donner aux élèves et aux parents et ainsi qu'aux enseignants, avec une offre à l'intérieur de tous les services, que ce soit vie scolaire, communication et outils pédagogiques. Par exemple, accéder avec une seule URL liée à l'ENT aux gares comme aux outils d'absence ou d'évaluation. Problème à la rentrée avec les téléservices en Bourgogne-Franche-Comté. Travaillant en ADRNE et accompagnant les projets UNT depuis leur mise en place avec la première vague, les lycées et les différents collèges qui ont déjà démarré. La rentrée s'est faite en septembre 2019 sans difficulté avec les téléservices qui étaient activés pour l'ensemble des parents et des élèves. Je pense qu'il y a un regard attentif aussi de la part de la DSI sur ces guichets d'authentification via les téléservices en lien avec l'éditeur Cosmos. Donc tout est prévu pour qu'effectivement vous n'ayez pas à la rentrée de mauvaises surprises sur la connexion des téléservices. Il n'y en a pas eu l'année dernière. Donc voilà, mais nous sommes attentifs effectivement en début d'année sur tous ces éléments-là pour que chacun puisse se connecter de manière la plus fluide possible aux ENT. Et pour nous, au niveau des usages, c'est essentiel. Il y a une question concernant Pearl Trees. Alors, je ne sais pas d'où elle vient. Je vais prendre le sujet par rapport à la Haute-Savoie. Donc, si vous êtes utilisateur de Pearl Trees, il y a un connecteur qui est disponible. Vous pourrez le trouver documenté dans la Scolingo Academy. C'est possible. Pour pour les académies de Dijon et de Besançon, donc y compris pour les collèges du Doubs, là encore, il est possible de l'intégrer avec le connecteur. La procédure est effectivement dans la documentation. Scolingo Academy. Il y a une question, je vais peut-être rester, puisque l'authentification à une session sur un poste de l'établissement aura-t-elle un lien avec l'identifiant ECLA BFC? Alors, c'est une question qu'on a déjà eue précédemment dans nos échanges. Il n'y a pas de difficulté pour y répondre. Je reprends peut-être dans l'ordre. Effectivement, vous aviez, dans le précédent ENT, si on est dans le cadre des Noé, vous aviez une liaison forte avec, effectivement, quand on parlait précédemment d'une liaison avec des serveurs académiques, ça permettait justement d'avoir un seul identifiant, donc une seule authentification à la fois pour se connecter à l'ENT et pouvoir ouvrir une session sur un poste Windows dans l'établissement. Comme je l'ai expliqué par rapport à la question précédente, là maintenant il n'y a plus ce lien fort avec des structures académiques, donc l'ENT est dissocié des infrastructures locales de réseau dans l'établissement, et donc il n'y a plus de lien. Ça veut dire que pour un élève, il aura un identifiant téléservice pour se connecter à l'ENT, et il aura une ouverture de session sur le poste Windows avec un compte qui sera lié en particulier à un système d'authentification, donc une gestion des comptes Windows qui est assurée par le département. En ligne. Alors après, on a une question sur les SMS. Comment indiquer que l'on souhaite les utiliser par le biais de Cosmos? Quel est le tarif et le nombre de caractères possibles par SMS? Alors déjà,
Pour utiliser les SMS, les SMS ne sont utilisables dans l'ENT que à partir de la vie scolaire. Ça veut dire que les SMS ne sont utilisables que par les établissements qui utiliseront les outils de vie scolaire intégrés à l'ENT. Donc ça, c'est la première précision. La deuxième précision sur le tarif, alors je ne l'ai plus en tête, mais par contre, maintenant que vous avez accès à la Scolingo Academy, il y a le bon de commande en fait qui est directement dessus sur la Scolingo Academy qui vous indiquera le tarif. Et ensuite, le nombre de caractères. En fait, le nombre de caractères, c'est un caractère standard qui est fixé par les opérateurs sur le nombre de SMS. Et simplement, quand vous décomptez, enfin quand vous faites un SMS qui est plus long que ce nombre établi par les opérateurs, ça décompte 2 SMS. Donc, vous avez une indication qui vous donne le nombre de caractères maxi. Alors, j'ai plus ce chiffre en tête, mais qui fait en sorte que vous n'ayez qu'un seul SMS décompté quand vous envoyez le SMS. Alors d'autres questions qui tombent, qui sont toujours sur le même problème d'accès à la plateforme de formation où les champs ne sont pas renseignés. Donc je répète ce que je disais tout à l'heure, on va regarder ça dès la fin de ce webinaire. Il y a visiblement un problème. Et le cas échéant, comme je disais, on passera par une des deux académies là pour essayer d'avoir les contacts d'un d'entre vous une fois qu'on aura pu mettre les opérations adéquate pour vérifier que ça refonctionne avant de diffuser ça à tout le monde. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Alors, on vous a diffusé dans le chat le lien qui vous permet de vous inscrire au service d'assistance pour les établissements de Haute-Savoie, uniquement. Donc, c'est un lien qui va vous permettre de vous connecter au service d'assistance. Ah ben voilà, il y a quelqu'un qui se propose pour éventuellement faire un test de connexion. Ben, je remercie ce monsieur qui vient de se signaler dans le chat. Et effectivement, ben, je me permettrai de vous contacter quand on aura avancé. Merci beaucoup. Alors, il y a une question. Si la formation se termine fin juin, y aura-t-il une formation pour tous les enseignants dans le Doubs, Vincent ? Alors, on est effectivement on avait évoqué, on est effectivement dans la programmation d'une journée. Alors, pour tous les enseignants dans le Doubs, pour tous les enseignants, non. Nous étions dans la programmation d'une journée pour les. Elle est un peu difficile parce qu'effectivement, nous sommes à estimer les capacités d'organisation au sein des établissements dans cette période de confinement, déconfinement. Donc, il est prévu un accompagnement des établissements, et ce sera peut-être pour les établissements qui le souhaitent, vis-à-vis déjà des référents numériques, des professeurs documentalistes et des CPE avec une action de formation dans leur direction pour accompagner la mise en place des usages. On pourra être spécifiquement après, en fonction de chaque établissement, sur par exemple une action de formation individuelle, formation d'initiative locale prévue par le chef d'établissement, en soutien complémentaire encore si c'est souhaité au niveau de l'établissement. Mais on n'a pas mis une programmation généralisée de formation pour tous les enseignants dans tous les collèges du Doubs. Donc voilà, ce qui est prévu, c'est qu'on puisse, alors les modalités seront peut-être encore sous forme d'hybride ou à distance, pour une formation au niveau des référents numériques pour accompagner justement, en complément de ce dispositif que vous avez là sur l'initialisation de l'usage de l'ENT dans les établissements, d'avoir des éclairages sous forme effectivement aussi de propositions de pause numérique sur toutes les actions qu'on peut avoir en tant qu'élève et enseignant. Donc, comment avoir véritablement une liaison pédagogique entre les enseignants et les élèves au sein de l'ENT.
Donc plutôt une formation hybride. Mais voilà, on reviendra vers vous par rapport à ce dispositif-là, sachant qu'effectivement, il nous faut nous mesurer actuellement pour cette formation pédagogique, mesurer un peu les impacts et puis savoir y compris les décisions en termes de déconfinement qui vont encore arriver dans ces prochains jours, prochaines semaines. Voilà. Alors, il y a une question complémentaire pour l'Haute-Savoie, mais je crois que Frédéric Boucher nous a quittés. On va essayer d'y répondre tant bien que mal. Pour l'Haute-Savoie, on nous avait dit que la connexion élève-parents se ferait par les codes téléservices. Je comprends que nous aurons donc un autre identifiant à donner pour nos élèves, effectivement, pour la rentrée. Gestion impensable sur le terrain. Pouvez-vous nous dire c'est quoi? Alors, c'est EduConnect. EduConnect, en fait, je suppose que vous connaissez France Connect, qui vous permet, par exemple, de vous connecter à vos impôts, à la CAF, à différentes activités. C'est un système d'authentification un peu universel. L'EduConnect, c'est l'équivalent, c'est l'équivalent éducation. Donc, j'ai pas forcément plus de détails sur la mise en œuvre, mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est un système d'éducation, un système d'authentification global qui permettra à terme de s'identifier avec un seul identifiant sur tous les services qui ont attrait à l'éducation. Donc, c'est un gros chantier de mise en place, et c'est pour ça, je crois que l'académie, et les collectivités, les académies, et la collectivité ont souhaité différer la mise en place. Nous, on commence à travailler avec quelques académies pilotes pour la mise en place en cours d'année prochaine, mais c'est quelque chose qui sera probablement disponible qu'à la rentrée 2021. Je complète juste, Vincent Mergel. Effectivement, EduConnect est un peu, si vous connaissez au niveau des impôts déjà la fédération d'authentification que vous avez au niveau des services d'impôts, de la sécurité sociale, ça peut même être certains services de la Poste. Donc ça, c'est France Connect. Et c'est cette extension-là qui a été simplement prévue au niveau d'EduConnect. Donc ça permettrait, par exemple, à un parent qui dispose déjà de cette fédération France Connect de pouvoir l'étendre et de pouvoir utiliser cette clé d'authentification, d'identification pour accéder à l'ENT. Et nous sommes au niveau des classes sur la partie Bourgogne-Franche-Comté aussi dans la prévision de la mise en place de ce service d'authentification globale qui permettra à la suite aussi pour vous en tant qu'établissement de moins en moins avoir à créer des comptes et à les diffuser, puisque si un parent utilise déjà son identifiant pour des services qui sont liés à l'État dans d'autres domaines que l'éducation, eh bien cette clé d'entrée sera aussi disponible pour lui au niveau de l'ENT. En général, ça veut dire plus d'usage, donc moins de difficultés pour eux de se souvenir de notre place ou de les utiliser, et donc une gestion plus souple pour vous aussi au niveau des établissements. Voilà, bon, j'ai l'impression qu'on arrive au terme des questions. Si vous en avez encore, il nous reste un petit peu de temps. Sinon, on va se quitter là. Je vous rappelle donc on va regarder ce problème d'accès à la plateforme de formation dès que possible. Une fois qu'on a une personne là qui s'est portée volontaire, donc un des administrateurs, on pourra tester avec lui, et quand ça fonctionnera, on refera passer un message à tout le monde pour vous dire que c'est bon, c'est débloqué. Voilà. Bien, écoutez, il n'y a visiblement plus de questions. Comme pour les autres webinaires, d'ici 48 heures, vous recevrez le lien pour le replay. Et puis donc ouverture du cours pour la partie formation hybride, là, à partir de lundi matin. Voilà. Donc merci de votre présence et puis au revoir. Je vous remercie. Au revoir.